Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'idéologie, de diversité et dans laquelle je vais vous donner mon opinion sur la présence de personnes de couleur dans des œuvres de fantasy telles que Les Anneaux de Pouvoir, Le Witcher ou encore House of Dragon. Donc pour représenter un peu la problématique que je peux avoir et le malaise que je peux avoir quand j'entends aujourd'hui beaucoup de débats idéologiques, je vais vous donner une petite anecdote. J'avais un échange idéologique avec une personne, un de mes amis que je vais appeler Monsieur Z. Pour le coup, on n'était pas du tout d'accord sur le fond. Notre idéologie était à l'opposé. Et nous avons donc eu un débat. Alors comme tous les débats, personne n'a convaincu personne, mais parmi tous les débats qui puissent exister, il y a eu le mérite que mon échange entre moi et Monsieur Z s'est fait dans le calme, s'est fait dans l'échange, s'est fait dans l'écoute, et c'est fait dans le non-jugement. Et c'était quand même assez agréable. Quelques temps après, je parle avec une autre de mes amies, Madame A, et lorsque je lui explique ce débat que j'ai eu avec mon ami Monsieur Z, elle me dit « Ah, t'es ami avec des gens comme ça, tu me dégoûtes. Alors, je vais pas vous mentir que j'ai extrêmement mal pris ce commentaire. Parce que déjà, on est amis, donc normalement, tu ne m'insultes pas. Mais ça m'a fait prendre conscience de quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens se focalisent énormément sur le fond de l'idéologie et non la forme, c'est-à-dire la manière dont tu vas l'exprimer. Et pour moi, je pense réellement que le fléau de notre société, quelque chose qui est extrêmement négatif dans notre société, c'est l'intolérance. Et si je considère que le mal est l'intolérance, j'applique la technique de Geralt. The degree is arbitrary, the definition's blurred. If I'm to choose between one evil and another, I'd rather not choose at all. Pour ma part, en tant qu'individu, mon opinion, mon idéologie sur un sujet précis s'oppose à Monsieur Z et je considère, encore une fois de manière complètement subjective, que son opinion prend racine dans des croyances un peu intolérantes. Donc je ne peux pas être d'accord avec lui. Mais même si mon idéologie sur le fond se rapproche avec les croyances de Madame A, il n'empêche pas moins que la manière dont elle va l'exprimer est tout aussi intolérante. Et c'est quelque chose avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Parce que si tu combats une idéologie qui prend naissance dans l'intolérance et que tu la combats en étant intolérant, tu fais pas partie de la solution, tu fais partie du problème. Et pour un peu plus expliciter ça, je vais vous parler d'une théorie qui est la théorie des AZ. Alors ne cherchez pas, c'est moi qui l'ai inventé. Donc on va utiliser la problématique du wokisme. Donc je vais vous donner cet alphabet, et sur cet alphabet, vous devez vous positionner idéologiquement sur le wokisme. A étant, le wokisme, c'est toujours bien, et tout ce que touche le wokisme est incroyable. Le Z, le wokisme, ce n'est jamais bien. Tout ce que touche le wokisme est un désastre. Vous devez vous placer sur cet alphabet. La théorie des AZ, en fait, est de contester aujourd'hui la manière dont on va débattre sur le wokisme. Vous voyez, le wokisme, en tout cas dans le cinéma, est un débat qui se fait énormément par Internet. Et on a une surreprésentation des A et des Z. Pourquoi? Ce sont deux catégories de personnes qui ont une vision absolue, qui ont une vision qui ne souffre d'aucune nuance. C'est des personnes qui ne sont absolument pas intéressées par la diversité d'opinions. Par conséquent, ils ont beaucoup de temps à perdre et beaucoup de virulence. Donc, ils vont s'armer de toute leur intolérance et vont polluer absolument toutes les plateformes qui parlent de wokisme. Et c'est quelque chose qui va être assez insupportable. Les A et les Z vont s'autoproclamer capitaines des deux seules idées possibles sur le wokisme, qui sont que si vous vous positionnez entre A et M, vous êtes pro-wokiste, et si vous vous positionnez entre N et Z, vous êtes contre-wokisme. Et ceux qui portent ce courant de pensée, c'est les A et les Z. Ils ne sont pas opposés, ils sont complices. Et le fait que les AZ se considèrent comme étant les porte-paroles, les capitaines de débat sur le wokisme, c'est parce que, encore une fois, dans notre société, dans l'idéologie, on ne se focalise que sur le fond. Et pour ça, il faut juste prendre la définition française de quel est l'inverse de toujours, et c'est jamais. L'inverse de le wokisme est toujours bien, c'est le wokisme n'est jamais bien. Donc selon cette croyance, selon la définition française, les A et les Z s'opposent. Maintenant, si on prend une définition mathématique, l'inverse de jamais, c'est au moins une fois. L'inverse de toujours, c'est au moins une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous déclarez que Max Lédier a toujours tort pour prouver que cette affirmation est fausse, tout ce que j'ai à faire, c'est vous dire « je fais 1m86 ». C'est vrai, ça me rend pas pertinent, ça me rend pas intelligent, mais c'est vrai. Vous ne pouvez plus dire que j'ai toujours tort. De la même manière, comment prouver que Max Lédier n'a jamais tort? Alors ça va être un peu plus dur parce que je suis brillant, mais je suis sûr qu'en 5 minutes de vidéo, vous allez trouver une coquille ou un problème de prononciation qui va prouver que Max Lédier, aussi brillant soit-il, il peut se tromper. Cette définition plus mathématique de toujours et jamais a pour but de montrer qu'il faut mettre en avant aussi la forme de l'idéologie.
Et c'est la problématique que j'ai avec les AZ. Aujourd'hui, les AZ, vous ne servez à rien. Vous avez le même discours. La seule chose qui vous sépare, c'est une négation. Vous n'êtes pas pertinent, vous n'êtes pas nuancé, vous n'êtes pas tolérant, vous n'êtes pas ouvert d'esprit, que vous soyez à fond pour le wokisme ou à fond contre le anti-wokisme. Vous n'êtes pas des opposés, vous êtes pareil. Vous traitez le sujet de manière absolue et comme dit Obi-Wan, Only a Sith deals in absolutes. Aujourd'hui, le débat du wokisme, ça doit être l'ensemble de l'alphabet, donc entre B et Y, c'est-à-dire chaque personne qui est capable d'entendre une opinion nuancée sur une problématique aussi pertinente et aussi complexe qu'est cette notion un peu fourre-tout qu'est le wokisme. Les AZ, vous n'êtes pas les capitaines de débat, vous êtes les porte-parole de l'intolérance, l'un comme l'autre. Et le problème, c'est vu que le débat se fait souvent par Internet, moi j'aime aussi une autre notion mathématique qui est la courbe de Gauss. La courbe de Gauss, il faut juste l'interpréter d'une manière, c'est un schéma de la répartition des humains sur la plupart des débats, sur la plupart des idées. La majorité sera noyée dans le milieu et on va avoir très peu d'extrémités. Le problème, c'est qu'on est dans les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux mettent énormément en avant les extrêmes. Et pourquoi on a autant d'extrémités sur Internet? Parce que ces personnes sont tellement dans une croyance absolue qu'ils consacrent beaucoup de leur temps et de leur intolérance à exposer leur idéologie partout. Mais je suis persuadé aujourd'hui que la plupart d'entre nous se positionnent entre B et Y. Et vous vous dites, oh ouais, mais B c'est tout proche de A. Non, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir de la nuance. Et c'est indispensable si on veut avancer sur un débat, encore une fois, aussi complexe et intéressant que le wokisme. Deuxième point à traiter, la diversité. Alors encore une fois, je vais vous donner une opinion. Moi, ce que j'aime, c'est challenger un peu les idées reçues. C'est essayer d'un peu se challenger pour comprendre ces problématiques. Ça reste que mon opinion. Et j'ai juste envie de vous la partager. Donc pour la diversité, il y a deux courants de pensée majoritaires qui me perturbent un peu. Le premier, c'est des personnes qui disent « je suis pour la diversité ». Okay. Et le deuxième, c'est des personnes qui disent « la diversité, c'est une richesse ». Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est amener un peu de nuance. J'ai du mal avec les gens qui disent qu'ils sont pour ou contre la diversité. La diversité, elle est là. Est-ce que tu es pour ou contre le soleil ? Non, le soleil, il est là. Le message, en fait, souvent qui est caché derrière ces visions-là de personnes qui disent qu'ils sont pour ou contre la diversité, lorsque tu challenges ces personnes-là, une plupart des personnes, tu dis pourquoi tu es pour la diversité, et la réponse qu'ils vont te donner, évidemment, ce n'est pas une majorité, hein, c'est une minorité, mais j'en ai entendu quand même pas mal de fois et ça me choque un peu. Même si on n'a pas la même couleur de peau, même si on n'a pas la même religion, même si on n'a pas la même orientation sexuelle, on est tous pareils. Alors, c'est quelque chose de louable, mais là, tu me définis le combat contre la discrimination, ce qui est quelque chose, encore une fois, d'extrêmement louable. Mais ce n'est pas la diversité. Ce que tu expliques là, c'est que face à la loi, on ne doit pas avoir de discrimination par rapport à nos couleurs de peau, nos religions, notre sexe, notre orientation sexuelle. Et je te soutiens là-dessus. Mais on ne parle pas de diversité. Si tu conclus ta définition de la diversité par « on est tous pareils » alors que diversité, il y a le mot « divers » dedans, pour moi, la définition de la diversité, c'est l'inverse. Même si on avait tous la même couleur de peau, même si on avait tous la même orientation sexuelle, même si on avait tous la même religion, on serait quand même tous différents. Et maintenant, je vais aborder avec les gens qui crient haut et fort que la diversité est une richesse, chose que je crois également. Le problème de ça, c'est que la diversité est une richesse si tu arrives à surmonter les problématiques inhérentes et inévitables de la diversité. Et pourquoi? Je vais vous donner un exemple très clair. Il y a quelque chose qui exprime énormément notre diversité aujourd'hui en France, c'est la diversité de nos opinions politiques. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui, en France, le fait qu'on n'arrive pas à surmonter nos divergences d'opinion politiques, le fait qu'on n'arrive pas à dialoguer, le fait qu'on n'arrive pas à échanger, ça fait que notre diversité d'opinion politique n'est pas une richesse. Ce n'est pas une richesse. Aujourd'hui, les trois partis principaux que je vais appeler familièrement l'extrême droite, l'extrême gauche et l'extrême centre, leur opinion à tous, c'est « votez pour moi, je suis le pouvoir d'achat, les autres c'est le chaos ». Les trois disent la même chose. Et je vais vous donner une autre anecdote. Alors je suis arrivé en prépa scientifique, le premier discours qu'on nous a fait, c'est « si vous êtes en prépa scientifique, c'est que vous êtes l'élite de la France ». Je déteste les discours élitistes. Ça m'insupporte. Après, pour leur défense, quand tu vois l'état dans lequel est la France aujourd'hui, et quand tu vois les tocards qu'on était à l'époque, tu te dis « ah, peut-être qu'ils avaient raison, peut-être qu'on était l'avenir de la France ». C'est juste, fallait prévenir que ça allait être un avenir de merde. Quand je suis rentré en école d'ingénieur, même discours. J'étais pas content. Bon, c'est pas la raison pour laquelle j'ai arrêté, hein, mais j'étais pas content quand même. J'ai arrêté, je suis allé en psycho. Et au bout de quelques semaines, il y a une de nos profs qui nous dit « si vous avez choisi la psychologie, c'est que pour vous, l'être humain, c'est quelque chose qui est principal. Vous avez cette fibre
d'avoir une préoccupation de l'être humain que les autres n'ont pas. Ah, un autre discours élitiste, je déteste ça. Non, c'est faux aussi. C'est faux aussi. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas parce que tu fais psychologie que tu aimes forcément plus les humains que les autres. Je comprends qu'on veuille toujours défendre sa paroisse, mais je n'aime pas les discours élitistes. Et donc, quand j'ai fini mes études, je suis revenu dans un cercle d'amis qui était celui que j'ai toujours eu, qui s'éloignait finalement de mes amis de psychologie, qui ont été formés en psychologie. Et sur les premiers débats qu'on avait, j'étais étonné de voir que je perdais mon calme. Et c'était quelque chose qui m'étonnait parce que j'avais l'impression, j'avais une image de moi de quelqu'un qui pouvait débattre de manière, détendue, assez calme, assez posée. Et là, j'avais fait 2-3 débats et sur vraiment des sujets de merde où je perdais mon calme et je ne comprenais pas pourquoi. Et en réfléchissant un peu, c'est quelque chose que j'ai réalisé, c'est que ce qui me frustrait énormément dans les débats que j'avais, c'est que la personne en face de moi ne m'écoutait pas. Et c'était quelque chose où je m'étais habitué pendant 5 ans, quand tu es avec des camarades qui sont formés à la psychologie, à être avec des personnes qui t'écoutent. Et c'est quelque chose qui est important à préciser, c'est que pour moi, comme l'imagination, l'écoute et l'empathie, c'est quelque chose que tu dois travailler. Tu as évidemment une capacité particulière, une capacité innée dans ces domaines-là, mais c'est quelque chose que tu dois travailler. Et c'est quelque chose qui est indispensable. Aujourd'hui, comment surmonter les difficultés de la diversité? Par l'écoute, par l'empathie. Tu dois pouvoir, si tu es d'extrême gauche, entendre l'opinion de quelqu'un qui vote extrême droite. Si tu es d'extrême droite, tu dois être capable d'entendre l'opinion de quelqu'un qui est d'extrême gauche. C'est l'empathie et l'écoute qui nous permet d'une part à surmonter la difficulté de la diversité et surtout, c'est également l'écoute et l'empathie qui te permet d'être tolérant. Tu n'es pas tolérant parce que tu défends des idées ou une idéologie que tu décris tolérante. Tu es tolérant parce que tu es capable d'écouter et d'être empathique. Empathique, ça veut dire te mettre à la place des gens s'ils n'ont pas la même opinion que toi. La tolérance, c'est quelque chose qui se travaille. Ce n'est pas quelque chose que tu gagnes en défendant les bonnes causes. Et on va se focaliser enfin sur mon opinion sur la présence d'un casting issu de la diversité ou des minorités dans les œuvres de fantasy. Je parle là surtout du Witcher, des Anneaux de Pouvoir et de House of Dragon. Mon opinion va être claire. Je pense que c'est quelque chose d'indispensable et qu'il faut faire évidemment au cinéma, mais aussi dans d'autres partiels de notre société. Donc je pense que c'est une bonne chose d'intégrer de la diversité, une représentation ethnique de ta population dans le domaine du cinéma de fantasy et dans d'autres domaines de notre société. Là, on se focalisera vraiment sur le cinéma. Par contre, pour la fantasy, il est important de réaliser que le fait d'intégrer une diversité ethnique, ça va avoir un énorme impact sur l'immersion. Et pour comprendre cela, il faut comprendre la loi absolue du lore. Le lore, c'est quoi? C'est l'explication du monde que je te décris en tant qu'écrivain de fantasy. Si quelque chose n'est pas expliqué ou n'est pas mis en avant par l'auteur, alors l'explication prend naissance dans le monde réel. On l'utilise beaucoup. Par exemple, dans Game of Thrones, première chose qu'on te précise, c'est que le climat, c'est une alternance entre des longs hivers et des longs étés, et le temps est indéterminé. C'est quelque chose de méga stylé, et c'est quelque chose qui est précisé dans l'histoire rapidement pour te préciser qu'il y a une différence entre le monde imaginaire de Westeros et notre monde réel. Tout ce que l'auteur ne va pas expliquer, tu vas accepter que la réalité de ce monde de fiction est le même que dans le nôtre. Exemple encore, tout ce qui est les mois ou le calendrier, il est très inspiré de l'ère romaine. Dans la plupart des œuvres de fantasy, les Romains n'ont pas existé, mais on maintient un calendrier qui est celui que l'on connaît, donc décembre, janvier, lundi, mardi, mercredi. Pourquoi? Parce que je vous assure, créer un calendrier, c'est casse-tête, et que tu perds les lecteurs comme l'écrivain. Donc on accepte ces libertés-là qui ne sont pas cohérentes, parce que ça reste quelque chose qui a pour but de faciliter l'immersion, malgré ces incohérences. Et par conséquent, ça ne va pas créer de friction chez le lecteur ou chez le spectateur. Et vous allez dire, pourquoi le fait d'intégrer des personnes de couleur dans une société qui semble être blanche sans expliquer la provenance de cette diversité de couleurs, pourquoi c'est problématique pour l'immersion? Je vais vous parler d'un match de l'Euro 2016 qui a été joué par l'Ukraine. Et sur cette équipe d'Ukraine, sur les 11 joueurs titulaires, 4 d'entre eux avaient un teint latino et avaient un nom brésilien. Et donc la question qui a été soulevée, y a-t-il un lien entre l'Ukraine et le Brésil? La réponse c'est non. La réponse c'est non. Et l'explication est très simple, c'est que le Brésil est un grand pays de foot, où le niveau est monstrueux. Par conséquent, beaucoup de grands talents footballistiques brésiliens qui jouent depuis des années dans le championnat ukrainien, qui n'est pas un grand championnat européen,
ils savent qu'ils ne joueront jamais, mais alors jamais, pour l'équipe nationale du Brésil. S'ils sont en Ukraine depuis assez longtemps, ils prennent la nationalité ukrainienne et ils peuvent jouer les Coupes du Monde et les Coupes d'Europe avec l'Ukraine. Ça a été l'explication qui a été trouvée. Je n'étais pas raciste à avoir ce questionnement, j'étais intrigué, j'étais curieux. Et c'est exactement ce que veut susciter la fantaisie. On veut créer les questionnements, l'émerveillement, l'interrogation. Lorsque tu vas voir un personnage de couleur arriver sur l'écran, et là je parle seulement du raisonnement d'une personne qui veut se plonger dans la fantaisie, pourquoi le garde de Sintra, qui est pour l'instant que des blancs, est une personne de couleur noire? Tu vas réfléchir, tu ne vas trouver aucune réponse dans l'univers de Witcher, et la réponse, ça va être parce que il y a eu l'esclavage, il y a eu la ségrégation, il y a eu les discriminations envers les Afro-Américains. Par conséquence, l'Amérique se doit, et je suis encore d'accord avec ça, se doit de mettre en avant les acteurs afro-américains, même dans des œuvres qui ont été écrites par un Polonais. Et, encore une fois, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, je crois et je pense qu'il faut le faire. Mais il faut aussi prendre conscience que ça détruit l'immersion, parce que la justification d'une interrogation que tu te poses sur l'œuvre prend naissance non pas dans la diégèse de cette œuvre, c'est-à-dire ça n'est pas une explication qui se déroule à l'intérieur de l'univers de Witcher, c'est une explication qui se passe dans notre monde réel. Et l'immersion, normalement, c'est censé être « je suis dans mon monde imaginaire ». Et lorsque l'explication d'une particularité de ce monde de fantaisie prend naissance dans le monde réel, c'est comme casser le quatrième mur. Et c'est ça, en fait, qu'il faut prendre en compte. Je pense encore une fois qu'il faut le faire. Je pense qu'on doit s'entraîner à s'y habituer à ne plus le regarder. Mais il faut concevoir que c'est hyper pénalisant pour l'immersion. Je pense que c'est une bonne chose de le faire. Je préfère qu'on le fasse de manière un peu plus intelligemment, comme par exemple House of Dragon. Parce que dans House of Dragon, on va prendre toute une famille, je crois que c'est les Velaryon, leur nom, je suis pas sûr. Et toute cette famille, c'est lié aux Targaryens, c'est lié à Essos. Essos, c'est le continent qui a de la diversité, qui a des différentes couleurs de peau. De faire de toute leur famille une famille colorée, c'est mieux fait. C'est quelque chose qui crée moins de friction, qui permet de mettre en avant des acteurs noirs, ce qui est une très bonne chose, mais avec une préoccupation de comment je nuis au minimum l'immersion des spectateurs. Je trouve que le Witcher l'a pas très bien fait, mais pour moi, en fait, le Witcher et les Anneaux de Pouvoir ont fait un peu pareil, c'est-à-dire on intègre des personnages de couleur. Je trouve que dans les Anneaux de Pouvoir, alors je suis peut-être biaisé évidemment vu que c'est du Seigneur des Anneaux, je trouve que les personnes sont plus pertinentes. Je trouve qu'Arondir, il est stylé, il est badass, donc de toute façon il est là que pour ça, pour être badass, donc tant mieux, il l'est. Et par exemple, le chef des Hobbits, je le trouve attachant comme personnage. Je trouve que c'est un acteur qui a une performance qui me plaît. Dans Witcher, j'ai peut-être un peu plus du mal parce que l'écriture des personnages, je la trouve moins intéressante, ou je suis moins attaché ou moins émerveillé qu'une œuvre du Seigneur des Anneaux. Mais j'ai un peu plus de mal, non pas à cause de la performance des acteurs, mais plus de la pertinence des personnages. Je trouve que de toute façon, pour le Witcher, pour ceux qui se rappellent un peu ce que j'en disais, le problème que j'ai, c'est qu'on passe trop de temps avec des personnages secondaires, et donc, je préférerais qu'on passe plus de temps avec les personnages principaux. Et alors vous vous demandez, je suis un écrivain de fantasy, je consacre toute ma vie à la fantasy, je reconnais que le fait d'intégrer des personnes de couleur sans justifier le lore, sans l'intégrer parfaitement au lore de l'œuvre, ça pénalise l'immersion. Pourquoi je suis pour l'intégration de diversité dans les œuvres de fantasy? Alors déjà, première chose importante que je rappelle, quand j'exprime le fait de mettre en avant des diversités, c'est évidemment les minorités d'un pays donné. Il faut toujours recontextualiser dans le pays donné. On doit se préoccuper de comment on va mettre en avant nos minorités, le talent de nos minorités dans notre société, et arrêter de se foutre sur la gueule pour des problématiques américaines. Ils savent se foutre sur la gueule très bien entre eux. Donc nous, notre préoccupation, c'est comment mettre en avant de la diversité sur nos minorités asiatiques, maghrébines et noires. Pourquoi? Je pense que c'est indispensable dans tous les domaines, et la fantasy, le cinéma de fantasy en fait partie. Un Américain prenait position en disant que de toute façon aujourd'hui, on parle de la diversité, mais il n'y a que 13% d'Afro-Américains, et on les met beaucoup plus en avant que les 13% de la population qu'ils représentent. Ça, c'était son argument. Ce qui est pertinent dans son argument, c'est que pour moi, le fait qu'il y ait 13% d'Afro-Américains, c'est une stat où on s'en fout complètement. Ce qui est important à savoir, c'est que 13% de tes enfants sont Afro-Américains. Et c'est ça qui est indispensable. Pour moi, je vous renvoie à un documentaire qui est Noir en France. Dans ce documentaire, on voit une jeune fille noire de 9-10 ans, qui dit que la Barbie noire est pas belle, que la Barbie blanche est belle, et qu'elle se trouve pas belle parce qu'elle est noire. Entendre ça, ça me fend le cœur. Entendre ça, c'est inacceptable. Et on doit tout faire aujourd'hui pour limiter ça. Et pour ça, il faut comprendre le développement de l'enfant. Comment un enfant
prend naissance avec la société, avec lui-même, comment il se construit son identité. Quand l'enfant naît, son monde, c'est ses parents. Si tu es noir, tes parents sont noirs. Dans notre société, je vais faire une généralité, beaucoup des personnes issues de l'immigration, noires ou arabes, en tout cas c'est une réalité que j'ai pu observer en banlieue parisienne, viennent de cité. Dans la cité, après ta famille, tes voisins sont également colorés. Tes camarades de classe sont également colorés. Tu vis dans un monde rempli de diversité, de différences. Tes parents sont noirs, ta famille est noire, tes cousins sont noirs, ton oncle est noir, ton voisin est arabe, tous tes camarades sont noirs ou arabes, mais quand tu regardes le monde dans lequel tu vas devoir t'intégrer, les présentateurs télé sont blancs, les acteurs sont blancs, les modèles, les top modèles mis en avant sont blancs. Tout est blanc. Et c'est extrêmement déconstructeur pour l'identité de l'enfant. Parce que lorsqu'il va regarder la société française dans laquelle il va devoir évoluer, et encore une fois, c'est logique quand on voit la répartition de la population qu'il y ait beaucoup de blancs. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger, et pour ça que c'est important de mettre en avant des personnalités de couleur dans le jeu d'acteur, dans plein d'autres domaines. Et c'est la richesse de YouTube. Même si je suis très critique sur YouTube, c'est la richesse de YouTube. YouTube te permet d'avoir vraiment beaucoup de diversité. Et c'est un des grands points forts de YouTube, c'est que ça permet à des enfants de consommer le contenu de créateurs de contenu qui ont vécu les mêmes épreuves qu'eux, qui leur ressemblent. Et quand vous dites « la couleur ne fait pas tout », et on entend même des personnes de couleur qui disent « moi je préfère que ce soit une personne blanche qui soit mise en avant qu'une personne noire pour faire plaisir à la diversité ». Et là-dessus, encore une fois, t'es adulte, on s'en fout un peu de toi. Ce qui est important, c'est nos enfants. Et pour l'enfant, c'est important. C'est important qu'il voit des héros qui lui ressemblent, qui ressemblent à son papa. C'est important qu'il voit des héroïnes qui ressemblent à sa maman, qui lui ressemblent. C'est quelque chose qui est important dans la construction de son identité, de son imaginaire. Et c'est pour ça que dans le cinéma, dans la fantasy, il faut mettre en avant cette diversité. J'aime Tolkien plus que tout. Mais entre une adaptation parfaite de Tolkien et une gamine qui est mal dans sa peau, je choisis la gamine, mais tout le temps. Parce que c'est cette réalité. On parlait de wokisme, on parlait de vous positionner sur cet alphabet. Nos enfants se positionnent nulle part sur cet alphabet. Ils n'ont pas leur mot à dire. Et apparemment, on n'est pas très pressé de penser à eux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était la dernière vidéo qui venait conclure un peu tous ces échanges et ces partages que je voulais faire sur la fantasy. Il en restera encore 2. Donc la prochaine, c'est une vidéo qui est très importante pour moi, qui est un sujet qui me tient à cœur depuis des années et des années. Donc ça n'a rien à voir avec la fantasy. Et la dernière vidéo qu'il y aura, la 14e vidéo qui sera la dernière, ce sera une vidéo simplement où je parlerai avec vous et je conclurai un peu cette aventure que j'ai menée sur YouTube. Quoi qu'il en soit, soyez respectueux dans les commentaires. Encore une fois, ce que je souhaite faire, c'est des réflexions. C'est vous partager mon opinion, c'est quelque chose de subjectif. Et je vous dis donc à bientôt, prenez soin de vous. Ciao. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want in